condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Condamné à mort. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience, comme des corbeaux autour d'un cadavre. Un air chaud mêlé de bruit vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrai. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplacèrent bruyamment. Les cloisons craquèrent. Et pendant que je traversais la longue salle entre 2 masses de peuple murées de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. Alors il se fit un grand silence. Je compris tout à coup que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra. De la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres s'étaient ouvertes. L'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors. La salle était claire comme pour une noce. Les juges sortirent, puis ils rentrèrent. Et le président me lut mon arrêt. Condamné à mort, dit la foule. Et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi.
Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. À travers les nuages qui me semblaient s'être interposés entre le monde et moi, je distinguais deux jeunes filles qui me regardaient avec des yeux avides. Bon, dit la plus jeune en battant des mains. Ce sera dans 6 semaines. Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation ? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie ? Combien m'ont devancé qui, jeunes, libres et sains, comptaient bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève ? Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité, et n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Le dimanche après la messe, ils me lâchent dans le préau, à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus. Il le faut bien. Ils sont de bonnes gens, les misérables. Ils m'apprennent à parler argot, à rouscailler bigorgne, comme ils disent. La tête d'un voleur a 2 noms. La Sorbonne, quand elle médite, raisonne et conseille le crime. La tronche, quand le bourreau la coupe. Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà ? Si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer. Et les peindre m'en distraira. Et puis ce que j'écrirai un jour ne sera peut-être pas inutile. Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelquefois de jeter une tête qui pense. Une tête d'homme dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. À moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés de boue. Ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collé en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres ? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres,
la nature, la liberté, la vie. Tout cela n'est plus à moi. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant, une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes, sans fils, sans mari, sans père, 3 orphelines de différentes espèces, 3 veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement puni. Mais ces innocentes qu'ont-elles fait? N'importe. On les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Mais mon enfant, ma fille, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal.